Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse, on est sur VL Media. Aujourd'hui on va faire le checkpoint de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Et puis on partira bien sûr sur ces quarts de finale. J'ai avec moi en plateau Joseph, Idriss et Sacha pour m'accompagner tout au long de l'émission, pour essayer un peu de vous débriefer au maximum cette Coupe du Monde 2026 et ces quarts, demi et cette finale qui arrive en ce mois de juillet. Et puis on va commencer tout d'abord par débriefer un peu ces huitièmes de finale. Comment vous avez trouvé les gars dans l'ensemble ces huitièmes de finale, décevantes ou alors ça s'est bien passé? C'était mieux que les poules en tout cas. Largement. Certains matchs appréciables, d'autres non. Après, sur l'ensemble, je l'ai trouvé quand même assez convaincant. Le niveau était assez élevé. J'ai préféré à les part sur 16e 2-3 au matchs. 8e quand même. C'est vrai que les 16e étaient plus hauts. Parce qu'il y a eu des chocs en fait en 8e qui n'ont pas tenu leur rang. On en parlera plus tard, j'imagine, du Portugal-Espagne notamment. Après, cela reste pour moi meilleur que les 16e. Mais bon, je sais pas ce que t'en penses toi, Idriss. Mais... Non, moi pour moi, les 8e aussi restent, je trouve, plus significatifs que les 16e. Parce que on a eu des belles surprises, on a eu des beaux matchs. Pour moi là, pour l'instant, le plus beau match de la compétition pour l'instant, c'est Mexique-Angleterre et c'est intervenu lors des huitièmes. On a eu des belles surprises également avec la Norvège qui ont fait un top match contre le Brésil. On a eu un France-Paraguay très 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 chiant à regarder, mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de la Coupe du Monde aussi. Donc non, j'ai trouvé assez sympa ces huitièmes. Je sais pas si on va en parler, et peut-être que pour l'audimat c'est mieux qu'on n'en parle pas, mais le Colombie-Suisse, je pense avec du recul que c'est le pire match que j'ai vu de football depuis peut-être 2-3 ans. Totalement. Donc j'espère qu'on ne devra pas parler de ça parce que c'est une des pires choses que j'ai vues depuis très longtemps. On va également parler beaucoup de ces polémiques de ces huitièmes de finale. Il y en a eu beaucoup au cours de ces matchs. Pas mal de polémiques au niveau de l'arbitrage, notamment sur France-Paraguay, sur Argentine-Égypte. On va avoir le temps d'y revenir. Pour vous déjà, c'est quoi l'équipe qui vous a un peu le plus impressionné pendant ces huitièmes? Moi je vais dire la Norvège. La Norvège, j'ai beaucoup aimé leur match. On a parlé de surprise, je crois que c'est Sacha qui parlait de surprise tout à l'heure. Ouais. C'en est une sur le côté historique, etc. Côté papier. En vrai de vrai, sur le match et même sur ce que les deux équipes avaient montré depuis le début de la compétition, je pense que c'était pas l'upset le plus dingue à voir. Franchement, on aurait pu un peu sentir que la Norvège allait le faire. Et moi, j'ai adoré leur niveau technique. On parlait beaucoup du physique dans l'ancienne émission de l'équipe de la Norvège quand elle devait jouer le Sénégal. Là, j'ai trouvé que c'était techniquement vraiment très fort. Et quand tu domines techniquement, alors c'est pas le grand Brésil, mais quand tu domines le pays qui est connu dans l'histoire pour être le plus technique, moi j'ai trouvé vraiment leur performance très très aboutie et ça va être un gros morceau à sortir pour l'Angleterre. C'est peut-être la seule surprise qu'on a eu de ces huitièmes de finale au final, vu sur le papier. En tout cas, les équipes favorites ont assumé leur rang, à part Suisse-Colombie, c'était un match un peu 50-50. Sinon, toutes les grosses équipes ont assuré. Les États-Unis qui étaient 50-50 aussi. Voilà, c'est un 50-50, mais on n'avait pas vu encore le jeu que pouvait proposer la Belgique. Justement, moi j'étais surpris par la Belgique parce qu'en poule, j'ai trouvé quand même ils étaient faibles. C'était très mauvais en poule. Contre le Sénégal, ils doivent sortir. Et là, ils ont fait un match complet. Techniquement, dans le jeu, c'était parfait. Les circuits de passe, ils étaient bien rodés. Aidés quand même par les bien aidés par le gardien notamment, etc. Un peu à l'image avec ce qu'on avait dit la semaine dernière sur Belgique-Sénégal. On disait que ça allait être un déclic pour cette équipe belge. Finalement, cette remontada, et puis au final c'est ce qui nous a donné raison entre guillemets. La Belgique techniquement parlant, la Belgique a été 2 crans au-dessus des États-Unis, qui a encaissé un but aussi, qui est très mal rentré dans son match d'entrée. Et après ils font le 1 partout sur un coup franc un peu sorti de nulle part avec le défenseur qui l'a dévié de la tête. Après, la Belgique a tenu son rang et a fait et surtout la Belgique victoire, il va défier l'Espagne. Une phase arrêtée quoi. Ça prend un coup franc alors que on est quand même pas sur une très très grande défense. On est plutôt près du 2-0 que du 1 partout. Trouver de la solidité, etc. Ça peut être intéressant. Le problème c'est que ça va affronter l'Espagne quoi. Et donc ça gagnera contre l'Espagne. On va revenir sur les affiches des quarts de finale et sur les probables demi-finales qu'on pourra avoir. Avant, j'aimerais juste qu'on fasse un petit résumé, un petit point sur chaque match de ces demi-finales, à commencer par France-Paraguay. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je sais pas quel est votre avis, point de vue arbitral et du point de vue du match tout simplement. Mais est-ce que l'équipe de France n'a pas été aussi mauvaise dans ce match? Plus de fautes que de jeu, hein. Plus de fautes que de foot, et l'équipe de France a été pour moi pas au niveau, même s'ils gagnaient 1-0. Ils n'ont pas été au niveau du rendez-vous, même si c'est très chiant de jouer le Paraguay, on est d'accord, quand tu joues contre un bus. Après, normalement, quand techniquement tu as les trois dingues devant, tu dois beaucoup mieux t'en sortir. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je les ai trouvés en fait.
Bah, j'ai trouvé un peu friable. Enfin, offensivement, tu peux pas avoir 50 000 occasions et en marquer qu'une seule contre le Paraguay, quoi. Même si le Paraguay fait 15 000 fautes, c'est pas normal. Je pense que ça s'explique par le fait que les matchs, c'est aussi un état d'esprit, c'est des conditions. Je pense que pendant 45 minutes, quand tu te fais bouger par tous les joueurs et que aucune faute n'est sifflée, aucun carton jaune n'est distribué, psychologiquement, moi en tout cas sur la deuxième mi-temps, j'ai vu de plus en plus les joueurs français rentrer dans le jeu des Paraguayens et des fois justement essayer de les provoquer. On a vu sur le penalty Désiré Doué, en vrai moi j'ai surtout l'impression qu'il rentre dans la surface pour essayer de gratter un penalty. Exactement. Il dribble le plus de joueurs possible, il s'en sort très bien, il gratte son penalty et on voit bien après le sourire de Dembélé et tout. Enfin, il y avait quand même une volonté de provoquer l'équipe adverse et c'est justement là où les Français auraient peut-être dû rester plus solides et plus concentrés sur le jeu. Après c'est vrai que c'est très difficile. L'a dit, hein. Quand tu affrontes une équipe comme ça, limite le seul moyen de t'en sortir c'est essayer de faire un peu de provocation aussi et de concrétiser avec les occasions que tu as. Surtout moi je trouve que c'est un peu à l'image de ce que fait le Real Madrid, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'être une équipe ultra flamboyante sur tous les matchs pour les gagner en fait. Et c'est ça qui fait que t'es une grande équipe, c'est que dans un match chiant où t'as tes offensives, je pense à Dembélé qui pour moi fait un très mauvais match dans les choix, notamment en première mi-temps, c'était vraiment pas bon, mais au final tu te retrouves à gagner, que tu l'aies gagné 1-0, que tu l'aies gagné 6-0, tu fais pas 120 minutes au final et tu finis par te qualifier, donc non c'est solide, il fallait le gagner ce match-là, t'aurais pu tomber dans le piège comme l'Allemagne mais tu l'as pas fait, donc non bravo la France. Bravo les Bleus, ils vont retrouver ce soir en quart de finale Maroc. Si on peut revenir sur le match du Maroc en 8ème de finale face au Canada, victoire 3-0, sans trembler ou pas? Score trompeur. Moi, en tremblant la victoire. Hein. Je trouve pas en tremblant véritablement, mais quand en tout cas on n'est pas sur une production énorme de la part du Maroc. Maintenant, non, je trouve pas en tremblant, je les ai pas trouvés en ultra. Ils ont jamais été dos au mur, quoi. Disons, il y a eu des grosses occasions pour le Canada, mais ils ont jamais été dos au mur. Et tu sens que justement, un petit peu à l'image de l'équipe de France, tu passes peut-être un cap. Tu te dis que tu fais peut-être partie des grandes équipes et que ces matchs-là, que potentiellement tu aurais perdu avant, maintenant avec ta génération, avec l'expérience que tu as acquis à la dernière Coupe du Monde, peut-être que tu passes un step et que tu passes peut-être dans des équipes qui sont peut-être top 6, top 5 monde. C'est intéressant, maintenant il va falloir voir ce que ça va faire. À l'image de la première période où les Marocains n'ont pas forcément dominé ce match, ils étaient plutôt dominés dans cette première partie de match. Ils ont débloqué la situation grâce à Unai et puis après les Canadiens ont laissé beaucoup trop d'espace, beaucoup trop d'erreurs bêtes qui a fait gonfler le score. Toi c'est quoi ton analyse un peu, Idriss? Ça a été expliqué en conférence de presse et c'est justement un peu le plan de jeu du Maroc, c'est de ne pas démarrer trop fort à chaque fois, à part contre le Brésil parce que c'est une équipe qui forcément peut dominer, donc t'as pas le choix de mettre les gaz dès le départ, mais il a expliqué sur quasi tous les matchs que pour lui le plus important c'était de démarrer dans un état d'esprit plutôt encadré, avec pas forcément énormément de rythme et de monter en puissance au cours du match. On l'a vu notamment contre les Pays-Bas, une première mi-temps plutôt calme, une deuxième mi-temps très agitée et des prolongations très agitées également. Donc non, je pense que c'est juste le plan de jeu du Maroc. Là ce soir ils ont dit qu'ils allaient... Attention à pas répéter ça. Non mais justement là ce soir c'est un match différent. Il a dit qu'il a dit à ses joueurs de jouer comme s'ils étaient dos au mur, donc je pense qu'il va y avoir une entame de match style Brésil-Maroc où les Marocains vont peut-être mettre le gros paquet dès le départ, mais non, ça fait partie du plan de jeu. Moi à la mi-temps je me doutais qu'au retour des vestiaires il y allait avoir un changement et on l'a vu, ils ont tiré 4 fois à la cage, ils ont marqué 3 buts. T'es quand même content de rentrer à 0-0 à la mi-temps. Si tu vois la première période, Bono il t'en sort 2-3. Bono il te fait 2 arrêts exceptionnels. C'est ça qui est impressionnant avec le Maroc, c'est qu'en fait même dans l'adversité et même quand c'est compliqué pour eux, t'as l'impression qu'à chaque fois ils vont s'en sortir. Contre les Pays-Bas, t'es mené 1-0 à la 70e, tu te dis que c'est fini, Issa Diop il met sa tête, c'est ça que je trouve impressionnant par rapport à 2022, c'est pour ça que moi je les trouve un peu meilleurs qu'en 2022. Après de là aller gagner la France, je pense pas. C'est peut-être aussi pour ça que tu commences un peu lentement aussi, tu tapes 120 minutes contre les Pays-Bas avec un match ultra sportif, intense, non mais athlétique en tout cas. Même émotionnellement parlant. Forcément pour reprendre, peut-être que tu as besoin d'un peu de temps pour te remettre en jambes. Mais écoutez, ils l'ont fait 3-0. On aura le temps de reparler de France-Maroc tout à l'heure. On a eu des gros chocs en 8ème de finale. On a eu Portugal-Espagne, une affiche qui peut très bien se jouer en demi-finale ou en quart de finale de Coupe du Monde, ou même en finale. On l'a eu en 8ème. C'est quoi un peu l'analyse de ce match? Moi personnellement, si je peux la donner un peu avant vous, c'est que j'ai vu deux équipes qui n'ont pas vraiment démontré leur niveau de jeu lors de ce match. C'était une affiche de poule, non? Je sais pas. Enfin, moi j'ai pas kiffé le 8ème. En tout cas dans le match j'ai un peu l'impression d'avoir retrouvé avec un peu plus d'occasion et plus d'envie quand même, mais j'ai eu l'impression de voir un Suisse-Colombie de loin avec du recul, j'ai eu l'impression de voir ce match parce que à part 2-3 occasions de chaque côté où à un moment donné tu te dis peut-être les gars ils en veulent un peu plus que les autres, ils peuvent aller marquer, je suis désolé, il y a rien eu du match, le match était complètement fermé, et que ce soit alors
En première mi-temps, on avait les Espagnols qui avaient un peu plus la main sur le ballon et qui allaient beaucoup plus de l'avant. Justement, Non. seconde En première mi-temps, sur la première mi-temps, le Portugal était vraiment invisible et les Espagnols étaient les seuls à être plus ou moins dans la surface adverse. Mais le problème, Ce que j'ai pas vu côté portugais. Mais sur le match en général, il n'y a pas eu cette énergie que j'aurais aimé retrouver. Mais le problème, c'est que t'as l'impression que, Espagne-Portugal. je sais pas si t'es d'accord, Joseph, mais t'as l'impression qu'on revient un peu 10-15 ans en arrière avec ce jeu de possession à faire 50 000 passes et à jamais provoquer les adversaires. Quand tu vois Lamine, ce qu'il fait, il parle beaucoup avant la Coupe du Monde, beaucoup d'interviews, etc. pour au final me pondre une bouse depuis le début de la Coupe du Monde, pas passer une seule fois. Après, il joue blessé. Joseph, c'est quoi ton analyse Après, de ce Lamine, match à toi? déjà, Parce que pour répondre sur Lamine Yamal, il faut pas oublier son âge et le fait qu'il arrive dans la compétition blessé, que le premier match, il le joue 15 minutes parce qu'il revient d'une blessure Après, de 3 mois. Il a pas joué depuis 3 Il mois. n'y a pas d'âge, enfin, Maintenant- c'est bon, il a prouvé déjà. Maintenant, il a pas 16 ans Le encore. truc de l'Espagne, moi j'ai une lecture différente de beaucoup. Je pense que il faut pas mettre le match de l'Espagne et du Portugal sur un pied d'égalité. J'ai trouvé vraiment le jeu portugais pitoyable, mais vraiment offensivement, Ouais. aucune proposition. C'est-à-dire que tu décides de jouer en contre alors que tu as Cristiano Ronaldo en pointe qui n'a gagné aucun duel de haut jeu. T'avais l'impression en fait que c'est le mec qui vient d'arriver dans un nouveau club, il veut pas se faire d'ennemis, donc il donne sa balle en retrait à chaque fois. Et Chaque fois c'est qu'il pas où reçoit se la balle, placer en plus. il donne en retrait, il donne en retrait, il donne en retrait. Et quand tu veux avoir besoin de projection, quand t'as sur le côté de ton Joao Félix ou à droite c'était Pedro Neto, en fait CR7 ne suit jamais, il a pas les jambes pour suivre. Et j'ai trouvé vraiment la production portugaise horrible. La production espagnole n'a pas été extraordinaire, mais me comparer ça à Suisse-Colombie, Bah, sur le techniquement, match, c'était sur le- en termes de volume sur- d'occasion, sur je peux le- être d'accord, mais Ouais, en en termes de volume d'occasion, c'est ce que j'évoquais. Je parlais pas techniquement, ça de n'a rien la à voir. technique. Non, mais L'Espagne, j'ai jamais techniquement, parlé elle fait un technique. Je match. parlais uniquement du contenu proposé. Ah, moi, C'est-à-dire c'est ça que qui m'a dans le sauté aux match, yeux moi dans le match, Suisse-Colombie. je n'ai rien vu à part vraiment 2-3 occasions comme sur Suisse-Colombie. J'ai pas vu C'est d'envie pas passé certaine. grand chose. moi j'ai vu rien deux passé. occasions. J'ai vu la première de Michael Oyarzabal dès la 12 ou 13e minute qui croise un peu trop sa frappe et après Merino. Non, il y a qui, eu la doublette, il y a il y a eu les deux eu frappes Yamal les et deux frappes Baïna. d'affilée, oui, et les deux frappes. Il y a même après il y a plusieurs centres en retrait où ça coupe pas et où il y a personne dans la cage, mais moi je suis là où je rejoignais pas Idriss, c'est que techniquement j'ai trouvé l'Espagne quand même très solide et je pense que en vrai de vrai ça fait partie de la montée en puissance. C'est un match que tu gagnes. Le Portugal, on sait, a piégé l'Espagne en Ligue des Nations. C'est une équipe qui est toujours relou pour l'Espagne quand on les joue. Et écoutez, on a fait le boulot. Merci Michael Merino. Après, L'Espagne, ouais. est-ce que l'Espagne Il y avait un à facteur ce- X aussi dans à ce ce moment-là de la compétition, avec ce qu'ils ont proposé depuis le début de cette Coupe du Monde, est toujours la favorite qu'on donnait avant Mais je avant crois le que dès début le premier de match, cette Coupe c'était du Monde. plus les favoris. Enfin, je crois Oui. que dans les cotes des bookmakers, c'était plus du tout les favoris. La Oui. France est archi favorite dans les cotes. Ouais. Et même dans le jeu, ils sont archi favoris parce que. Après, quel adversaire a affronté la France? Après, C'est ça, quel adversaire c'est a la affronté question. Le l'Espagne? Portugal. Oui, mais non, mais le Portugal, on a vu le même Non, match. après, avec- factuellement, avec des choix- l'Espagne a affronté avec- des meilleures équipes Oui, mais que la avec France des choix, pour par l'instant. exemple, Roberto Martinez, des choix encore qui sont discutables. Enfin, laisser titulariser Cristiano Ronaldo, Reste on pas l'a bien vu. Oh, mais on va pas revenir Et sur ne, ce pas me débat. mettre, et ne pas me mettre Rafael Leao qui On fait peut- quand même on peut- une très bonne on peut entrée. revenir, hein. C'est sur le match. On peut pas revenir sur un on va débat. pas Non mais sur regarde, ce débat, Roberto là, Martinez, les gars. il ne met même pas son meilleur ailier par rapport à Joao Félix, il ne met pas Léao qui fait quand même une bonne entrée, qui fait des percées, c'est incompréhensible. Et après, t'as individuellement parlant, t'as des joueurs qui n'ont pas tenu leur rang. Bruno qui est le meilleur passeur de première ligue, même moi j'en parlais comme le Qui meilleur en fait joueur une de belle première à ligue, Nuno hein, etc. quand même à un moment. Et Qui en Vitinha, fait- c'est pareil. Oui, après, Vitinha, le match qu'il fait, je suis il est désolé. maudit, le il tournoi, est médiocre. Non, mais le Oui. tournoi, mais de même Vitinha, la paire. Alors, João Neves, pour moi, il a quand même été un peu plus présent dans Il le a match. surnagé, que mais sans Vitinha. plus, quoi. Mais sans plus, c'est Ouais. exactement ça le problème. Moi, c'est Et Vitinha quand qui est quand choquant. t'as un milieu, moi j'étais le premier justement dans ce mondial, dès le début du mondial, à vendre le milieu portugais. Bah en fait, je suis désolé, rien du tout. Parce que dès le match contre la République démocratique direct du compris. Congo, j'avais compris. Ouais. Parce que à partir du moment où t'as deux attaquants dans ta surface qui font plus d'1m90, enfin 1m85 ou plus, mais qui peuvent sauter très haut, ils ont une détente T'as pas un excellente, le centre. jeu de tête est excellent et tu n'as aucun centre. Alors que tu l'as dit, t'as le meilleur passeur de première ligue, t'as une paire qui joue ensemble et qui est absolument exceptionnelle en Ligue des Champions, en Ligue 1, qui rayonne absolument partout. Et là, t'as rien de proposé, je suis Mais désolé. t'as le petit c'est très Joao grave. aussi qui Après, pour aime revenir bien, au- qui aime bien jouer de la tête. Moi, Ouais, ce que je pour trouve revenir- un peu compliqué, c'est que en fait, sur le match face au Portugal, je pense que le Portugal aurait dû aller chercher des centres, comme tu l'as dit. Le problème, c'est qu'en fait, Nuno Mendes s'est projeté une fois. Si on regarde bien le match, il s'est projeté une fois. Et Le il moment s'est où fait Koubarsi contrer fait derrière. Sa retournée acrobatique, il se projette une fois. Derrière, occasion pour Lamine Yamal.
Roberto Martinez a dû lui mettre un coup de pression mais titanesque. Il n'est plus monté une seule fois. Il n'y a plus une seule montée de Nuno Mendes. Justement, en Donc, à un parlant de moment, Mendes, offensivement, je Ça veut trouve dire que c'est que quand les même. efforts défensifs ils sont pas au top. Ouais. Non, Parce mais que normalement, quand ton défenseur Oui, gauche tu il dois part, compenser. il y a Ouais. forcément quelqu'un qui doit revenir replier Mais en regarde, défense. quand on parle de Mendes, on oublie le facteur X, le fait qu'en fait il sorte à la 60e et que Lamine Lamine après qui il joue l'envoie à contre l'infirmerie, Semedo quoi. Le mec qui Ouais. envoie à l'infirmerie. Ça veut dire qu'il joue contre Semedo et du coup directement on comprend que Joao doit redescendre direct pour aider Semedo parce que sinon ça va être beaucoup trop dur pour Semedo et je pense que si Mendes aurait été là jusqu'à la fin du match ça Ouais, aurait mais pas je été pense la même que- Après, physionomie. Ouais, mais je pense Parce que s'il le Mendes- sort, c'est qu'il l'a Mendes, pas. il avait Lamine dans la tête, hein. Peut-être que Il l'Espagne n'aurait pas marqué, mais après. Lamine dans l'action. Non, Oui, mais sauf l'action que- ne vient pas de Oui, Lamine. mais sauf que Lamine, il aimante un peu deux joueurs parce que c'est plus Mendes. Mendes, les Portugais savent que Mendes peut prendre Lamine. Après, il Les était déjà en Portugais, prise à deux avec Mendes. oui, mais les Portugais savent très bien que Semedo, il va se faire saccager tout le match. Ça veut dire que la sortie de Mendes, c'est quand même une catastrophe pour le Portugal qui était, pour moi, à ce moment-là, le seul joueur qui surnageait comparé à tous les grands noms qu'on a pu parler depuis le début de l'émission. Donc bon. Bon, messieurs, on va parler des États-Unis et de la Belgique. On a eu l'occasion la semaine dernière de parler un peu du carton rouge qui a été enlevé pour Folarin La Balogun. corruption a pas payé. Mais la corruption n'a pas payé apparemment. La Belgique s'est imposée 4-1 et a un peu surnagé dans ce match face aux Américains. L'équipe avait titré tout ça pour ça. Je trouve que c'est vraiment très bien dit. C'est-à-dire que vraiment le carton rouge, on en a fait tout un plat et franchement je pensais que ça allait avoir un gros impact parce que on avait tous, je pense, adoré le début de compétition de Balogun. Les États-Unis extrêmement Des États-Unis déçus. tout court. Extrêmement déçus les États-Unis, sincèrement, que ce soit Balogun ou tout le reste, en réalité personne n'a été au niveau. Les Belges ont été surprenants, je suis d'accord. J'ai pas non plus vu une équipe taille patron pour aller gagner la Coupe du Monde, c'était évidemment prenable. Mais Faut aller les complètement chercher, quand même. méconnaissable les États-Unis. Bah techniquement parlant c'était pas top mais après faut aller chercher quand même, ils jouent à domicile, l'ambiance etc. Oui, Faut Et aller puis la Belgique. et la Belgique était pas sûre de ses forces quand même quand tu vois le début de compétition et tu vois qu'ils se reprennent très bien Tu contre changes les souvent de États-Unis. compo en plus. En plus Tu sais et pas tu vraiment qui- galères, tu dois Mais sortir la au tour Belgique d'avant. qui s'assume en tant que client sérieux potentiel à cette Coupe du Monde. Client compliqué, pas Qu'on le sérieux. veuille, non mais qu'on le veuille ou Ils non. sont pas dans les favoris. Ah non, Tu gagnes non. 4-1 les États-Unis. Il reste combien? Il reste 8 équipes. 7 États-Unis Ouais, là, il tu reste me le huit barres. Il reste équipes. 8 équipes, l'équipe- pour moi c'est la pire équipe des 8. Non. Ah je le dis sincèrement. Ah non, pas Il y a du qui tout. Il y a qui de pire Pour moi, la Norvège est en dessous de Non, la Belgique, non, par non, exemple. non, Mais non. non, Pour moi- bah non. Bah, on aura le temps d'en rediscuter après Bah, des bien sûr. quarts de finale, des bien potentiels sûr. demi-finales. Mais pour Mais la moi, la Norvège n'est pas en Norvège dessous. est en dessous de la Mais non, Belgique bien sûr aujourd'hui. que non. Bah non. Après, chacun ses avis, chacun a sa sensibilité de jeu, pardon. Au football, Mais, ouais. mais pour moi, oui, pour moi, la Belgique est au-dessus de la Norvège aujourd'hui. Si on peut parler du coup de la Norvège, Brésil-Norvège, Joseph. Excellent match de la Norvège. Neymar, bon. Tellement déçu Bon vent. du Brésil quoi. Bon vent C'est- Neymar, mais ouais, je pense que tout le monde C'est a été très tellement déçu du décevant. Brésil. Quand même respecté. Voir le Brésil produire ça offensivement, même si on commençait à être habitué, c'est plus le grand Brésil, etc. C'est tellement décevant. Je pense à l'entrée d'Hendrick qui me fait une entrée, mais de poulet sans tête. C'est-à-dire qu'à l'époque, t'avais des R9, machin, ça nous parlait d'Hendrick en descendant, et ça nous faisait des vannes parce qu'Ancelotti voulait pas le faire jouer. Le mec, il en a une, il te fait une conduite de balle, mais une Il fait- conduite. Il touche Mais 4 mon- fois le ballon Mais dans la mon surface Dieu, pour me faire un tir conduite, raté. mais sous état d'ivresse, c'était absolument déplorable. Et même Vinicius, j'ai pas aimé son match alors qu'il fait une grosse Coupe du Il Monde. prend pas ses responsabilités. Cunha, pareil, j'ai été très déçu de tous les Brésiliens sur le terrain. Merci Neymar pour le penalty. Bon, il part en ça j'ai détesté aussi En l'attitude. faisant chut, Allez je sais pas quoi. s'embrouiller, t'es déjà éliminé, tu vas t'embrouiller avec le goal. Vieux père, t'as 40 ans. C'est fini la carrière. Allez, va En dehors. prendre le ballon, va au pouvoir rond central, on peut y aller. Il y a un Si, moment. en fait, cette sortie du Brésil, cette sortie de l'Allemagne, de Neuer, C'est de même pas Neymar, étonnant. non mais qui s'en vont. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un peu une passation de pouvoir de certaines équipes comme le Brésil, l'Allemagne et l'Italie, les trois nations qui ont remporté le plus de Coupes du Monde, qui aujourd'hui ne sont absolument plus au niveau depuis 2014, on va mettre l'Allemagne depuis 2014, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années. Est-ce que ces équipes-là n'ont plus les moyens d'aller chercher une Coupe du Monde et avant, on les mettait favoris, potentiels Sur favoris chaque Coupe du sur Monde. chaque Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas trop de. Est-ce qu'on en fait pas trop avec ces équipes-là? Bah, en vrai, non. En vrai, je pense que c'est un peu osé de dire ça parce que malgré tout, quand t'affrontes l'Italie, que tu le veuilles ou non, si tu prends tous les joueurs dans leur forme, t'as quand même une équipe qui est au top. T'as des top joueurs qui peuvent jouer le mondial, qui peuvent faire en un quart Italie de finale. J'ai pas Non, vu t'as ça, des hein. top joueurs, En mais Italie t'as pas une équipe au top. Ah, mais en Italie, là tout de suite, on fait un 11 de l'Italie. Je suis désolé, les gars. C'est un Il bon- est La même dernière pas fois meilleur l'équipe que de le France 11 de à la joué contre Norvège. hein. l'Italie, on s'est fait bosser.
Mais on s'est C'est fait un bosser sur amical. quel match? Sur un amical, mais mais s'il te plaît, non, mais s'il te plaît. On s'est quand même fait Ah, bosser. mais attends, que ce soit un attends, amical ou pas. attends. Les gars, Attends, que ce soit un amical attends, ou pas, l'Italie, il y avait nos 11 joueurs, il y avait leurs 11 joueurs. Mais C'est quel joueur de C'est classe, factuel. quel joueur de classe qui joue dans un grand club peut porter aujourd'hui Barella. l'Italie, ne serait-ce qu'en quart de finale de Coupe du Monde aujourd'hui? Bah t'as Barella, Bastoni. t'as Bastoni Di effectivement, Marco, très, très Di Marco à gauche qui fait une saison extraordinaire, Tonali. qui est le meilleur passeur décisif de l'histoire de toute la Serie A Mais ouais. Non, mais sur une saison. La je question, parle. c'est pas les joueurs, c'est-à-dire que Non, mais moi, c'est juste oui, l'équipe, ils sont l'ossature incapables. qui est mais horrible. quoi. Quand tu regardes, ils ont joué la seule bonne Et équipe même qu'ils c'est ont ça, joué, t'as c'est un la peu- Norvège. t'as un peu le sentiment 3-0, d'avoir 4-1. t'as Oui, mais un peu faut le pas pas qu'ils ont mis faut pas un trop but sur enterrer- 7 Pour moi, faut pas trop enterrer la bête non plus parce que Ah, si, quand si. tu prends le Brésil également, l'Allemagne pour moi c'est différent parce qu'ils ont vraiment une transition qui est en train de se faire et tu le vois bien dans leur équipe, c'est complètement le désordre. Au Brésil, il y a juste Le Brésil d'énormes- depuis 2002, Au ils ont rien Brésil, gagné. Hein, Au Brésil, excuse-moi, je suis mais, désolé. C'est Au zéro. Brésil, il y a Il y a 25 ans qu'ils ont rien gagné. À mauvais chaque choix. fois, ils sortent contre un adversaire. Au Brésil, il y a d'énormes mauvais choix qui ont été faits sur cette Coupe du Monde. Je pense notamment à la sélection des joueurs, à la tactique, à la structure mise en place. Pour moi, ces joueurs-là sont tout à fait un effectif capable d'atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. S'ils l'ont fait en 2022, je vois pas pourquoi ils le feraient pas en 2026. Le Brésil Oui, le Brésil. Ils vont en quart. Ils vont en en quart. Ah en oui, quart. en quart, excusez-moi. Non mais pour moi ils allaient en demi. Bon avec ce qui s'est passé face à la Croatie, on va pas en reparler. Mais pour moi c'est une équipe qui a tout à fait l'étoffe d'aller jouer une demi-finale de Coupe du Monde normalement. Après oui, il y Mais a des quand tu mauvais choix regardes qui sur ont le été terrain. faits. Oui, Mais le papier, c'est quelque chose. Mais après, il y a le terrain aussi. oui, Quand mais tu le vois le papier, c'est niveau. important. Là, Mais là, on mais disait le que niveau c'est des du équipes Brésil. qui sont au point mort. Tu peux pas parler d'une équipe au point mort quand t'as des super défenseurs dans ton équipe, quand t'as une attaque qui est juste extraordinaire. C'est juste que bah il y a des comme je le dis, il y a des choix qui ont été faits, qui ont Après, été Des super défenseurs, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Quand- Et tu même vois- l'attaque. Hein. Non, mais j'aime pas parler de L'attaque, joueurs de elle- système, mais les tu gars, vois, c'est quand même- Gabriel. T'as quand même une attaque où t'as Vinicius, Ouais. Rafinha, t'as Hendrick, Rafinha est Voilà. blessé. t'as Ryan le nouveau de Ryan Bernard, est nul, moi-même hein. qui avait craché Mais sur Ryan, lui, il est avait de la nul. Coupe du Monde. Ryan est Arrête, nul, arrête. sincèrement. Et tu me Ryan parles est de la nul. défense, Marquinhos. Vous êtes il est en- dur, les gars, vous êtes super Marquinhos, durs. il est en- Je peux pas vous Marquinhos, entendre c'est dire ça. Mais Gabriel, La charnière Marquinhos-Gabriel, j'ai pas trouvé ça horrible, mais les deux latéraux. c'est terrible. Oui, non, mais les deux latéraux, c'est ignoble. Danilo, Ils ont Les pris deux le latéraux sont bouillon ignobles. contre Danilo, Talui et et à El gauche. Khanous. Ah, mais ça, je suis d'accord. Non, À mais gauche, c'est même pas un joueur pro, le latéral gauche du Brésil, personne le connaît. Et moi, Ryan, et encore Rafinha faisait pas une bonne Coupe du Monde. J'ai rien Bah, contre il y a Ryan, des hein. équipes qui Mais peuvent aller Ryan, très loin son dans match, une il est Coupe du mauvais. Monde avec des latéraux qui sont pas forcément très bons. Vous faites que de parler de l'équipe de France qui a de très mauvais latéraux. Ah non, Pourtant mais sur c'est- l'équipe, c'est 100 pourtant fois sur le meilleur jour que et la les nuit. latéraux. Je suis Oui, d'accord. c'est mais sûr. je suis Après, d'accord là, tu avec parles vous. quand même Mais- de joueurs comme Lucadine qui gagne Cartonne avec Aston bonne cette saison. saison. une Oui, Europa après, League, c'est de pas Koundé lui qui joue qui quand est même au forcément Barça, titulaire. qu'on le veuille ou non, que tu dises Titulaire. qu'il est mauvais, voilà, il est titulaire au Barça, donc c'est qu'il a sa place dans Moi, je un suis dans un d'accord. grand Mais après, effectif. J'ai pris Voilà. vos propos. J'ai pris vos propos. Attention. Vous qui dites que les latéraux sont vraiment mauvais, sont faibles. sont mauvais. Voilà. Bah donc tu peux aller loin avec des latéraux faibles quand même. En tout cas, on parlera de la Norvège s'ils sont potentiellement favoris pour accéder à la finale du côté gauche mais du la tableau. On va parler du peut-être plus beau match de ces huitièmes de finale, enfin le plus beau match pour moi. Il n'y a aucun doute, Mexique-Angleterre qui a eu lieu à 3h du matin. On va donner la parole à Sacha qui n'a pas vu le match. Et, T'aurais pas dû dire qu'il a fallu le match. T'aurais juste dû le laisser et parler. qui va nous faire croire que... Là, tu vois, si je regarde les stats, je dis que Bellingham a été impressionnant, quoi. Encore une fois, comme depuis le début de la compétition, il met 2 buts. Et voilà, hein. Ouais, merci Flash. Merci. Allez, on va passer Merci, à ceux qui Sacha. regardaient le match du coup. Allez, Idriss. Non, moi pour revenir sur ce match, déjà moi on m'a pas laissé dire l'équipe qui m'a le plus choqué sur les huitièmes, Ah, mais c'était pour qui moi c'est l'Angleterre. Non, mais Parce ça que- c'est après qu'on... Non, bah, si, tu tout l'as à l'heure, fait, tu l'avais défense, posé mais la les question. tu l'as pas mais dit à on- Idriss. oui, mais Voilà. on va... Bon, voilà, du coup j'ai dit l'Angleterre. Et l'Angleterre pourquoi? Parce que le Mexique n'a absolument pas démérité dans ce match. Le Mexique a été une équipe absolument, bon je vais pas dire absolument remarquable, mais qui a été une équipe très très embêtante, aussi bien défensivement que offensivement. J'ai vu un match absolument extraordinaire. Je pense que si le Mexique avait été plus chirurgical, on aurait pu avoir un match un peu plus long qui pourrait partir potentiellement aux prolongations, aux penalty. On a vu une équipe d'Angleterre très structurée sur le terrain et c'est ce qui m'a le plus, je pense, plu sur ce match. Il y a un gardien, mais Pickford, mais le match. Ouais, le match Le exceptionnel match qui nous bon. fait, non mais c'est absolument extraordinaire. Et pour moi, la parade qu'il fait sur Raúl Jiménez, c'est la plus belle parade de la Coupe du Monde pour le moment. Parce que ce qu'il va chercher, non mais vraiment, à vitesse réelle, ce qu'il va chercher sur cette parade, c'est extraordinaire. Et dans l'ensemble, l'Angleterre a proposé un match excellent. Ils allaient forcément encaisser des buts dans une ambiance comme celle du Mexique, avec une équipe qui est quand même très forte sur le papier. C'est normal que tu jamais encaisses. perdu dans le stade aussi.
Si, enfin, ils avaient été, Depuis- non, mais été battus depuis que 2 longtemps. fois en 56 ans. Ouais, mais Ouais. faut le Mais faire quand même. non, franchement, l'Angleterre, excellent match. Le plus beau match de la Coupe du Monde. Bellingham a effectivement fait un beau match, Eh je oui. te confirme. Effectivement. Et Non, ouais, moi non, j'aime bien l'analyse d'Idriss. Joseph, toi t'as vu ce match? Ouais. J'ai une petite question là-dessus. Est-ce que si l'Angleterre ne prend pas ce carton rouge, au lieu de faire un 3-2 et de voir le Mexique pousser tout au long du match, est-ce qu'on n'aurait pas eu plutôt un 4-1 ou voire même un 5-1 Non, dans en ce fait, match? En fait, si tu regardes, en réalité, à la mi-temps où il y a 2-1 pour l'Angleterre, je pense que le Mexique peut revenir à 2-2 à la mi-temps. C'est pas choquant. Ils ont 3 énormes occasions en dernier. En fin de- avant ouais. de rentrer au vestiaire. Moi, le Mexique, franchement, j'avais peur un peu du pétard mouillé de on nous a vendu l'Azteca comme un truc de fou. Au final, ils prennent un 3-0 et ça fait pchit. Mais sincèrement, j'ai été agréablement surpris par cette équipe-là. Agréablement surpris aussi par la solidité de l'Angleterre. C'est pas facile de jouer avec un rouge dans un match de Coupe du Monde. Il pleuvait des cordes. Enfin, franchement, c'était assez excellent comme match, comme rencontre. Et peut-être que l'Angleterre aurait eu plus d'armes à 11 contre 11. Mais franchement, la pression des Mexicains, j'ai vraiment apprécié. Et ouais, meilleur match de la Coupe du Monde. Ça se débat, mais ouais, c'est pas déconnant de dire ça. Le Mexique malheureusement éliminé. L'Angleterre qui poursuit sa lancée, Idriss? Non, en plus, non, j'allais juste rebondir. J'allais dire que, en plus, pour moi, au 2-0, c'était. En vrai, c'était plié. Plié. Très Et vite. Quinones Très, très vite. revient très Ouais. vite. Et là, je me dis, ah ouais, en vrai, on va assister à un match épique. Et c'était Ouais, à la vraiment le cas. mi-temps, on savait déjà que la deuxième mi-temps allait être exceptionnelle et au final, on a eu raison. 2 pénaltys, un carton rouge, une intensité folle. Et moi, ce qui m'a le plus fait vibrer, c'est l'intensité des Mexicains pendant 90 minutes. C'est-à-dire que pendant 90 minutes, ils n'ont cessé de courir. Il n'y en a pas un qui a lâché. Et j'ai trouvé ça beau. Et c'est pour ça que moi, je mettrais ce match en tant que meilleur match pour l'instant de cette Coupe du Monde. On a Argentine-Égypte qui arrive. Comme je disais, le Mexique est malheureusement éliminé. L'Angleterre poursuit sa lancée. Je saute Argentine-Égypte, vous allez comprendre pourquoi. Colombie-Suisse, bon, on en a déjà parlé. Voilà, J'ai pas le envie match d'en- le y a plus pas- ennuyant. on en a pas On a débriefé. pas parlé, Sincèrement, ouais, faites y a pas pas parler. besoin, y a pas besoin de débriefer, je pense. J'étais en tournoi Voilà. de poker en même temps du match, quoi. tellement. Je regardais pas, 50-50 quoi. dans ce match. Même si on applaudit Manzambi qui va signer à Newcastle, même Voilà. s'il n'était pas là, Voilà. c'est la belle nouvelle. Youpi. Ouais, voilà. Manzambi, bon voilà, Manzambi Youpi. qui pourra peut-être espérer Ah non. J'ai jouer que ça l'écart. pour vous. J'ai que ça pour vous. Ouais, Oui, c'est vrai. l'écart l'Argentine. contre l'Argentine, peut-être, on sait pas. L'écart contre l'Argentine peut-être pour Manzambi. En tout cas, messieurs, voilà, on va sauter ce match et puis on va directement passer sur Argentine-Égypte. Au lieu de débriefer ce match, voilà, on va le débriefer, mais moi j'aimerais poser une question. Voilà, j'aimerais que ce soit notre débat un peu du jour. que Et puis après, l'Argentine est je vous poserai les joueurs qui vous ont le plus marqué pendant ces huitièmes et les joueurs qui vous ont le plus déçu. Mais avant ça, j'aimerais savoir, selon vous, y a-t-il eu des erreurs d'arbitrage lors d'Argentine-Égypte? Voilà, c'est un peu ma question qui va alimenter ce débrief de ce match. Et on va tout de suite commencer par Sacha. C'est parti. Il y a eu des erreurs d'arbitrage. Il y en a eu. Il n'y en a pas eu énormément comme le monde le dit sur internet, etc. En disant FIFA mafia, FIFA corruption, Messi il est aidé, etc. Non, je suis pas d'accord. Il y a eu des erreurs, notamment quand Salah part tout seul au but. Oui, après, est-ce que Salah aurait eu les jambes pour aller finir l'occasion? Je ne suis pas sûr. Absolument pas. Le 3-2, le but du 3-2 quand Mossor qui a faute sur Mo Salah, il y a un moment, faut aller regarder les images, faut arrêter à chaque fois de se plaindre à l'arbitre. Le Texier factuellement fait un bon match. Le but refusé à l'Égypte, il est légitimement refusé parce qu'en fait, il fait faute, même si c'est, on va dire, c'est 18-20 secondes après, c'est ça. Factuellement, il fait faute, l'arbitre revient à la faute. Il y a des matchs où ça pourrait ne pas siffler. Là, ça siffle, c'est l'Argentine, donc ça fait du bruit parce que c'est Messi, parce qu'Infantino, on dit que il aide Messi pour gagner cette Coupe du Monde. Qui favorise les Argentins. Qui favorise les Argentins, oui. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu des énormes erreurs d'arbitrage au point d'aller poser des recours comme l'Égypte pourrait le faire, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'Argentine était en difficulté, était menée 2-0. L'Argentine s'est relevée avec notamment Lionel Messi qui a été fantastique. Merci Sacha, 1 minute 15. J'aimerais qu'Idriss, tu répondes de la même manière à Sacha en 1 minute 15, sans que personne vienne te couper. Donc voilà, je te laisse 1 minute 15 pour répondre à Sacha, top, c'est parti. Alors, des erreurs d'arbitrage, il y en a eu, certes. Là où je te rejoins, c'est qu'il n'y en a pas eu non plus des masses comme le monde le dit sur TikTok et Twitter. Par contre, là où je tiens à mettre les choses dans leur contexte, c'est que sur la faute de Salah, déjà c'est une très grosse faute professionnelle parce que quand tu n'es pas sûr de toi, tu dois au moins laisser l'action aller au bout du jeu et ensuite revenir à la faute si elle est interprétée comme telle. Deuxièmement,
sur la fin du match, c'est complètement n'importe quoi. L'arbitre, le Texier, a complètement perdu les pédales dans ce match parce que quand tu vois que l'Argentine fait un nombre incalculable de fautes et qu'ils s'en sortent avec 0 carton jaune, à l'instar du Paraguay, alors que l'Égypte s'en sort avec 5 cartons jaunes, dont 4 donnés pendant le temps additionnel, je suis désolé, mais c'est absolument n'importe quoi. Parce qu'il y a des situations où l'arbitre aurait dû avoir un sang-froid absolument digne d'un arbitre de Coupe du Monde. J'ai pas retrouvé ça. Quand le sélectionneur de l'Égypte vient te demander une requête, ce qui peut dériver à certains moments donnés, tu donnes un carton jaune normal et au staff encore derrière un autre carton jaune et en fait tu les enchaînes sans même te poser la question est-ce qu'il n'y a pas eu faute sur cette action-là? Et oui, sur l'action où l'entraîneur pète un plomb, il y a vraiment faute pour l'Égypte. Alors à un moment donné, quand ton équipe elle gagne 2-0 et qu'elle se fait remonter à 2-2, je peux comprendre que les nerfs sont compliqués, mais il y a aussi des faits qui arrivent et les erreurs d'arbitrage ont été un fait ce soir et pour moi c'est un peu une honte d'avoir ce genre de situation sur un match comme ça. Merci Idriss, Joseph. En résumé, qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, le sélectionneur n'a pas le droit de parler avec l'arbitre. C'est uniquement le capitaine qui a le droit de parler avec lui. Donc s'il parle avec l'arbitre, non, il n'y a pas le droit de requête, je sais pas quoi. Non, il n'y a pas le droit. Si tu regardes la liste des jaunes, je pense que la plupart des jaunes, c'est soit des membres du staff, soit des joueurs du banc qui crient, qui font des grands gestes, qui à nouveau n'est pas autorisé. Et moi, ce qui me perturbe le plus, c'est cette manie de penser que Gianni Infantino, qui n'a absolument aucun lien avec l'Argentine, va décider 2 fois d'affilée. Je parle pas de toi, je parle des gens sur les réseaux, etc. 2 fois d'affilée de dire on va la faire gagner à l'Argentine et à Messi. Alors pourquoi? On ne sait pas. Je crois qu'il est suisse-italien, Gianni Infantino. Donc absolument aucune raison. Il sera pour la suite. Après. Et donc, et on me dit que là, alors que l'Argentine est menée 2-0, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être pu faire mieux, peut-être pour aider l'Argentine, peut-être que 1-2-0 et même à 2-2, si Paredes il ne fait pas le tac de sa vie, il y a 3-2 et l'Argentine sort. Peut-être que si Gianni Infantino avait reçu des pots de vin, peut-être qu'il aurait essayé de faire un peu mieux pour essayer de faire passer l'Argentine. Je ne comprends pas cette manie, et ça avait déjà été le cas avec le tirage, de nous avoir dit ils ont un tirage facile. C'est le hasard et c'est les équipes qui sortent avant. Je trouve cette manie de critiquer Messi et l'Argentine complètement folle. Moi, si je peux répondre à ça et répondre, par exemple, pour expliquer un peu ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui pensent non, mais toi du tout. Ce qui a allumé la mèche, bien sûr, c'est ce qui s'est passé autour des États-Unis, de Donald Trump. Et puis là, c'est complètement parti en vrille. À partir du moment où tu acceptes de pouvoir de faire annuler un carton rouge qui n'a aucune décision autre possible que carton rouge et minimum 2-3 matchs de suspension. Pouvoir le faire annuler, pouvoir faire jouer le meilleur joueur des États-Unis lors d'un match des 8e de finale de Coupe du Monde, c'est absolument inacceptable. Et c'est ce qui a été un peu la mèche qui a fait allumer bien sûr toute cette animation autour de la corruption. Autour de la corruption. Là, même avant, il y a des choses auxquelles je vais pas rentrer. Il y a des montages qui se font sur TikTok, etc. Mais il y a des vidéos véridiques republiées par énormément de médias qu'on peut regarder tout de suite ensemble. Qui ne sont pas des fake news. Qu'il y a un moment donné où... Non, attends. C'est interdit de faire ça. J'ai pas parlé de l'Argentine. Mais juste, il y a énormément de réactions de Gianni Infantino qui peuvent des fois mettre à confusion. D'autant plus que le FBI vient d'ouvrir une enquête contre la sélection argentine qui aurait versé des fonds, on parle de millions d'euros, à quelqu'un ou à une entreprise ou à une entité, je n'en sais rien, j'ai pas plus d'informations. Attention. Mais le FBI a tout de même ouvert une enquête contre la sélection argentine. Peu importe. Je crois que c'est source Fabrizio Sossomano. Non, mais c'est pas du tout. J'ai vu le tweet et c'est une PP. Alors moi, je me désolidarise de tout propos d'Idriss car on n'a pas une source sûre qui nous prouve que le FBI a ouvert une enquête contre l'équipe argentine. La PP de Fabrizio Romano avec la tête de CR7. Cependant, si on peut poursuivre, messieurs, est-ce que Messi... Une enquête a été ouverte par le FBI sur les agissements de la Fédération argentine de football selon le quotidien La Nación. Les opérations financières de l'instance aux États-Unis seraient dans le viseur des autorités américaines. Et ça dit quoi du coup? Ça dit qu'il a donné des sous à Infantino, qu'il a donné des sous à la FIFA? J'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'il y a énorme. J'ai dit qu'il y a un contexte. Quand tu vois que l'Argentine a un tirage facile, que le FBI a une enquête. Mais le tirage, c'est aléatoire. Mais c'est une vérité. Si le Portugal avait fini premier, ils les auraient joué en quart. En 98, si la Colombie ne sort pas, ils jouent la Colombie. En 98,
98, les grands noms du football l'ont La dit. Norvège sort le Brésil. Il y a eu des arrangements pour que la France et le Brésil Mais on est se en retrouvent finale. 98, là, Mais j'ai pas dit le contraire. Je dis juste que. Et t'étais premier à parler de corruption à la CAN 2025. Mais Pourquoi c'est la le Coupe du tirage. Monde on pourrait pas l'avoir? Pourquoi Quelle- en Afrique quelle il pourrait. corruption? Non, Qui a dit attends. corruption? Parce que t'as été le premier à avancer des Qui a- propos sur l'Afrique en disant qu'il y Qui a avait de la dit corruption? corruption. Pourquoi ce serait pas possible le mondial? Qui a dit corruption? Toi, Sacha Sur quel Bollorien, match? tu as. Sur quel match? Ah, vas-y. Sur quel match? Sur toute la CAN, tu disais qu'on avait acheté la CAN, que la CAN elle était corrompue. Alors là, on est en c'est train. quand même- Non, c'est quand même stop, plus- stop. Non, mais- Stop, non, mais on on sort est en du train. débat de Non, toute on est en manière. train. Non, mais parce qu'il On dit est en que la train de corruption- s'éloigner Non, totalement il du dit débat. juste que la corruption Ce n'existe n'est pas. pas le J'aimerais savoir débat pourquoi du elle jour. existe en Afrique et pas en Europe ou dans le monde entier. Ce n'est pas dans tous les non, cas elle le n'existe débat pas en du jour. Afrique. bug. Sacha, Non, elle- Idriss, ouais. ce n'est pas le débat C'est du lui jour qui dans est tous les parti cas. sur le débat. Ce n'est pas le débat du jour. On va revenir sur le match Ouais. Égypte-Argentine et revenir, s'il vous plaît, sur la performance de Lionel Messi, qui pour moi n'a pas été excellente jusqu'à la 75e. Bah oui, bah c'est On est d'accord. c'est honnêtement. Oui, après c'est chiant de dire personne ça, peut c'est te dire Messi. le contraire. ouais. Même s'il fait un match où le match il est fermé tout le long et à la fin il vient, il te sort une passe D et un but. Tu dis peux rien man of dire. the match, Tu peux terminé, rien quoi. dire. C'est-à-dire que face au Sénégal, Il par est exemple, rideau. face au Sénégal, par exemple, Mbappé quand- pareil. Quand Kylian Mbappé il fait pareil, tu me l'as vendu comme un mec qui faisait un très bon match. Mais s'il qualifie son pays, c'est pareil. Ok, mais par contre, je suis d'accord que sur les 75 premières minutes, c'est pas bon. C'était Mais pas c'est bon. quand même Mbappé contre le, Mais comme ça il a dit, montre- contre le Sénégal, c'est horrible. Moi j'ai une Je suis désolé, question. à la fin J'ai du une match, question c'est- qui c'est peut. du match, c'est Il trop y en a un fort. qui a 39 ans. J'ai une question qui Ouais. peut ouvrir au débat. Est-ce que si Lionel Messi ne se réveille pas en fin de match, l'Argentine sort, Ah, c'est sort de évident. cette Coupe du Monde? C'est évident. Évidemment. L'Argentine, Messi est le détonateur de cette équipe argentine. C'est terrible parce que et pourtant ils ont des bons joueurs, ils ont un bon collectif, mais là les individualités qui font des boosts de match à chaque fois, Alvarez qui est annoncé comme le Très meilleur mauvais, neuf, très mauvais. 150 millions, le mec il est nul, Lautaro il est mauvais, le Non. milieu. Ah, Lautaro depuis le début de la compétition, je suis désolé, c'est mauvais, à part sa passe sur le 3-2, c'est mauvais. On doit faire rentrer Paredes qui joue à Boca Junior pour Excellent faire match. excellent. Oui, mais justement. Il est titulaire, il rentre pas. Hein. Il est titulaire. Titulaire, il est quand- titulaire Paredes. Oui, mais c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que tu as besoin d'un joueur de Boca Junior pour créer des différences, alors que tu as Enzo Fernandez, McAllister, etc. C'est-à-dire que l'Argentine, pour moi, est très faible depuis le début de ce mondial, mais tu as quelqu'un qui cache ses faiblesses, c'est Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire et le meilleur joueur de cette compétition pour l'instant. Et Il il est un le joueur du prouve. monde encore. Exactement, et le meilleur joueur du monde actuellement, parce qu'il le prouve, et en fait, il cache les faiblesses d'une équipe. C'est quand même rare, je sais pas si vous avez des noms de joueurs qui ont caché les faiblesses tout entières d'une équipe. C'est quand même très rare. C'est-à-dire que c'est un détonateur, le mec passe des Moi buts. je trouve ça fou encore. C'était à 39 ans, quoi. Moi je trouve ça fou C'est encore terrible. qu'on débatte sur ça alors que. Mais il n'y a plus de débat. Il y a plus de. Oui, Il y a que le présentateur qui va me dire à la 70e que Messi est On nul. va reparler des affiches. Il a 39 ans, il met combien? Il a 9 buts là. Il a 8 buts. 8 buts. Putain, 8 8, buts. il en a mis Tu peux 7 pas- tu peux à la pas Coupe du parler. Monde 2022, Tu on peux est pas déjà à 8, il va en claquer encore Après à la contre Coupe Suisse. du Monde, cette Coupe du Monde fait que évidemment les buteurs ont beaucoup de buts, on le voit. Et Ouais. quand tu vois qu'il y a plus de 4 joueurs Mais qui il font faut plus la- de 7 buts, bon tu te doutes que la Coupe du Monde Mais elle c'est pas te- des tapines. C'est Ah, j'ai en pas dit que 2022, c'était des tapines, j'ai en- juste dit que la Coupe du Monde est ouverte au fait qu'il y ait plus de buts. c'est Mais en tout. 2022, je crois que c'est 4 pénaux. On mais aura si. le temps, de Là, c'est reparler zéro. de la course au buteur et des affiches des quarts de finale. Si on Si, peut juste évidemment. revenir, messieurs, sur les huitièmes de finale, citez-moi un peu le joueur qui, selon vous, vous a le plus. C'est fini hein, le débat. Là, on part sur autre chose, messieurs. Messi a mis un penalty. Non, mais s'il vous plaît. À la Coupe du Monde, Non, Messi a mis un non, péno. mais là, c'est terminé. Oui, Là, je on sais, part. mais c'est Là, on part sur. Il a raté ses Selon deux vous, pénaux. quel joueur, Ouais. quel joueur vous a le plus impressionné pendant ces huitièmes de finale? Messi. Compréhensible. Mais non, mais Lionel Messi, ça veut dire qu'il était dans le brouillard, il était dans le, je sais pas, il était dans une petite rue un peu sombre pendant 75 minutes et il a fallu qu'il se désaxe et qu'il se mette sur le côté droit pour qu'on le retrouver ses jambes de quand il était en 2010, quand il était au Barça. Il a mis une pointe d'accélération, il a failli envoyer une extraordinaire passe D à Lautaro Martinez et derrière, en fait, il débloque la situation. Ça veut dire que, comme j'ai dit juste avant, c'est le détonateur de cette équipe et il fait une passe D qui est quand même extraordinaire et derrière, il te met une reprise de volée pleine surface. On va me dire, oui, le gardien la touche, il y a barre en 30. Oui, mais il amène son pays au 2-2. On voit même l'émotion qu'il a eu à la fin du match. C'est-à-dire, moi, pour moi, sortir, hein. moi, je le voyais sortir à 2-0. Ouais, il s'est j'étais vu j'étais sortir, pas fier, même je lui, le voyais vraiment sortir. Et au final, il sort encore son pays de la galère. Contre le Cap-Vert, c'était pareil. Il sort son pays de la galère. Donc, c'est quand même impressionnant. Et pour moi, en huitième de finale, j'ai pas trouvé une performance aussi impressionnante, à part peut-être Erling Haaland. À part lui. Merci Sacha. En tout cas, passe D pour Haaland. Il y en a eu des de votre côté, performances, messieurs, ouais. c'est quoi le joueur qui vous a le plus marqué de ces huitièmes? Bah, c'est vrai que Messi il a fait des beaux huitièmes, mais pour moi, par exemple, ses phases de poule étaient plus intéressantes, donc j'aurais peut-être dit homme des phases de poule, mais pas des huitièmes. Là en huitième, pour moi, il y a deux têtes qui me reviennent surtout. Les deux sont milieu de terrain. Il y a Bellingham qui, juste en patron en fait pendant tout le match, il porte vraiment cette équipe. Je pense que s'il n'est pas présent dans cette équipe à ce moment-là, même Harry Kane à lui tout seul, je pense qu'il aurait eu du mal à
à essayer de trouver une solution pour en faire sortir l'Angleterre de cette situation. Donc je mettrais Bellingham, mais il y a aussi Unai qui m'a beaucoup plu sur ces huitièmes parce qu'il claque quand même un doublé. Il fait un match, surtout une deuxième mi-temps très qualitative. Zéro erreur dans le jeu, une vision extraordinaire, 2 buts et qui sont un peu, c'est pas de simples buts, faut vraiment aller chercher. Qui lance le match complètement. Et qui relance le match complètement. Donc en plus il a fait mettre une passe D sur la tête de Raimi en plus. Donc non, vraiment le match de Unai aussi excellent. Donc je mettrais un de ces deux joueurs. C'est vrai qu'Unai grosse performance, grosse révélation parce qu'on l'a vu en 2022. Qu'en nation. Mais il ne perd. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Unai, il fait une Coupe du Monde 2022 tout simplement stratosphérique. Cette année encore, c'est ce qu'il propose, c'est tout simplement stratosphérique. Après, pendant 4 ans, on l'a pas vu, jouer au football. Mais en fait, c'est justement la beauté de la Coupe du Monde, c'est qu'en fait, il y a des joueurs quand ils mettent le maillot de la sélection, et vraiment, c'est pas comme dans certains pays où ils vont juste avec un drapeau, leur passeport, etc., et ils vont jouer le match. Là, il y a certaines nations comme celle du Maroc où quand tu mets le maillot, vraiment, et tu le vois de toute façon sur le terrain, parce que quand tu vois que les joueurs ont vraiment la niaque, il y a des fiertés qui sont mises en avant, il y a des valeurs à respecter entre guillemets, et c'est beaucoup justement ce que dit le coach et le staff au sein de cette Coupe du Monde, et je trouve ça beau. Donc oui, mais il y a eu après c'est vrai qu'en club un très gros travail au Maroc aussi oui, bien sûr. sur la Mohamed VI Academy qui a tout simplement fait exploser le football marocain et qui permet à cette équipe d'être la meilleure équipe africaine dans les grandes compétitions. Joseph? Moi je mettrais 2 Espagnols. J'ai Koubarsi et j'ai Rodri qui a fini homme du match. Rodri, il est de retour. Sincèrement, je pense que sur le terrain, en vrai de vrai, les milieux de terrain, du match n'ont pas fait un match flamboyant. Il y a Olmo qui a un peu tenté, mais voilà. Mais le match qu'a fait Rodri, c'était exceptionnel. Il est partout. Et on avait ce feeling, je pense, un peu tous de lourdeur. Il n'était pas rentré très bien, on le sentait encore un peu pas en jambes. Là, il l'a martyrisé. Alors que le milieu de terrain sur le papier du Portugal, c'est peut-être top 3. Et encore, je suis gentil du mondial. Il les a martyrisés. Il est dans l'action qui mène au but. Il est à la prépasse D. J'ai trouvé très fort. Et Koubarsi. En fait, c'est juste trop fort ce qu'il fait. Le mec a 19 ans et il joue à un poste où à 19 ans, t'es pas censé être titulaire d'une équipe qui est top 3 des favoris de la Coupe du Monde. Et le mec, il te pond un mondial depuis le début qui est juste stratosphérique. CR7, s'il n'existe pas, c'est en grande partie parce que la paire Laporte Koubarsi lui a bouché tout. Il pouvait pas avancer. Et Koubarsi, pas forcément que son 8ème, mais le mondial, c'est beaucoup trop fort ce qu'il fait. Mais sur son 8ème, il n'y a pas eu d'occasion. Pour moi, sur ce mondial, un mec comme Shadji Riyad qui a à peu près le même âge, dans le même profil et qui joue dans une entre guillemets grande nation à l'heure actuelle, je suis désolé mais je jure qu'il n'a rien à envier à Koubarsi, et vraiment sincèrement sur ce mondial je parle, je parle pas de sa saison etc, je parle de sur ce mondial. Non mais c'est ça ton problème. On peut pas parler avec toi. Sur les 7 matchs qu'on a eu, sur les 6 matchs qu'on a eu, mais on peut pas parler avec toi. C'est bien parce que Idriss, c'est chiant. C'est bien parce qu'on a eu, mais c'est chiant. Pour moi, Shadji Riyad propose un meilleur football et je préfère l'avoir dans mes rangs qu'à Koubarsi. Je suis désolé. C'est pour sur ça. Ce mondial-là. C'est pour ça. Regarde, c'est bien. Idriss m'ouvre. Je suis désolé. Joseph, messieurs, Idriss m'ouvre la suite de l'émission. On va donc parler des quarts de finale, cap sur les quarts de finale, messieurs. France-Maroc ce soir à 22h. Joseph, cap sur les quarts de finale. France-Maroc. Est-ce que la défense marocaine va pouvoir résister aux assauts de l'équipe de France? Messieurs, le maillot il est ici. Il n'y a aucun sang dans mes veines qui est marocain, mais ce soir je serai marocain. Je déteste cette équipe de France. Je ne veux pas qu'elle approche de près ou de loin cette Coupe du Monde. Évidemment que le Maroc va le faire. Je vois un match compliqué, sûrement en prolongation. Même si le banc de la France est largement supérieur à celui du Maroc, je pense que c'est assez indéniable. En fait, ce Maroc, j'ai envie de croire qu'ils vont passer ce cap-là aujourd'hui. J'ai envie d'y croire. Ils ont les armes pour. Il y a beaucoup de blessés. Il y en a eu en pré-compétition et il y en a pendant aussi. Mais je sais pas, en fait, j'ai envie d'y croire. Il y a Bono qui peut me lâcher une performance XXL. J'ai vraiment envie d'y croire, même si en face, il y a les X-Men, on est d'accord. Mais Dima Maghreb. Réponse de Sacha et puis on terminera par... C'est ridicule, tu l'as réponse de Sacha et puis on terminera par Idriss. C'est ridicule, tu l'as toi-même dit, il y a les X-Men en face. Ça veut dire que... Est-ce que le Maroc va avoir le ballon? Non. La France, factuellement, offensivement parlant, je pense que Mazraoui et Hakimi, on peut parler de la double paire, des meilleurs latéraux de cette Coupe du Monde, ok, mais ils vont se faire salir. C'est-à-dire qu'ils vont se faire salir et la France est 2 crans au-dessus du Maroc et on va le voir ce soir. C'est-à-dire que le Maroc a affronté des bonnes nations, mais de là à aller taper la France, mais jamais de la vie. C'est-à-dire que